Voilà, bonjour chers étudiants. Donc on va continuer notre travail dirigé et avec l'exercice 4. Donc dans cet exercice, on considère un système physique dans l'espace des états qui est à 3 dimensions et rapporté à la base orthonormée des quêtes phi. Donc on travaille dans un espace à 3 dimensions et la base qu'on a choisie pour ce TD, c'est la base des phi I avec I égale 1, 2 jusqu'à 3. Et dans la base de ces 3 vecteurs, on a l'opérateur GY qui est donné par cette matrice. Donc on nous a donné ici une base et un opérateur. Alors ce type d'opérateurs-là, ce sont des opérateurs qui sont connus dans la mécanique quantique, et ça c'est l'opérateur moment cinétique que vous allez voir par la suite. Mais nous, on va le traiter comme une matrice, ni plus ni moins. On commence par la première question. L'opérateur GY est-il hermétique? Donc j'ai la matrice ici. Et pour montrer que c'est hermétique, il faut montrer que GY est égal à son adjoint, à GY+. Alors là, on procède par 2 étapes. Donc la première étape, c'est transformer. Donc j'ai ici les lignes, je les transforme en colonnes. J'ai ici 0, moins I, 0, la première ligne, je la transforme en colonne. 0, moins I, 0. La deuxième ligne, je la transforme en colonne. Et la troisième ligne, je la transforme en colonne. Donc comme ça, j'ai fait la transformation des lignes en colonne. Maintenant, la deuxième étape. La deuxième étape, c'est que les valeurs que j'ai ici, toutes les valeurs que j'ai ici, il faut les remplacer par leur conjugué. Donc ça veut dire chaque valeur, je vais la remplacer par son conjugué. Donc ici, il faut un accent, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai ici 0, le conjugué de 0 c'est 0, le conjugué de moins I, ça va être I, 0 c'est 0, le conjugué de I c'est moins I, et le conjugué de moins I c'est I, et le conjugué de I c'est moins I. Et comme ça, j'ai trouvé la matrice adjointe. Alors lorsque je compare cette matrice de l'opérateur adjoint avec la matrice de l'opérateur, qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'ils sont identiques, ça veut dire que l'opérateur est hermétique. Donc la deuxième question, calculer les valeurs propres et les vecteurs propres. Alors là, c'est une question qui va se répéter à plusieurs reprises et il faut que la base soit normalisée. Donc c'est une question qui se répétera très souvent, la recherche des équations aux valeurs propres, parce que ce sont les équations qui nous intéressent en physique et les postulats de mécanique quantique nous ont donné un sens physique de cette équation aux valeurs propres. Ça veut dire que c'est une mesure et le résultat de la mesure, c'est l'opérateur, normalement il doit être inobservable, et lorsque j'ai fait le produit, c'est comme si je fais une mesure. Et la valeur propre, c'est le résultat de la mesure. Donc ça va se répéter parce que c'est autour de ça que tourne la mécanique quantique. Donc on va calculer le déterminant de J moins lambda I qui est égal à ça, et on va chercher les lambda de telle façon à ce que ce déterminant soit égal à 0. Donc puisqu'on est à l'ordre 3, donc on va trouver 3 valeurs de lambda. Ordre 3 valeurs de lambda. Pourquoi? Parce que l'opérateur J, il contient une matrice d'ordre 3 et les éléments de la colonne, ce sont 3 valeurs que je vais avoir sur la colonne. Donc on doit obtenir 3 valeurs de lambda. Donc je calcule le déterminant, donc ça fois, donc j'élimine la ligne et la colonne correspondant à cette valeur-là, et ce qui me reste c'est moins lambda fois moins lambda moins I h bar sur 1 sin de 2 fois moins I h bar sur 1 sin de 2, ça me donne cette expression-là. Moins lambda, facteur de lambda au carré, moins h bar sur 1 sin de 2. Après, je fais moins ça, fois ça, moins ça fois ça, donc ça me donne cette expression, ce qui me donne cette équation. Et
cette équation que je dois résoudre. Donc une fois que j'obtiens cette équation, je la mets, comme vous voyez, sous cette forme-là, je factorise par le lambda, et ce qui me donne, comme vous voyez, ici, la première valeur que je vais obtenir, c'est lambda égale 0, et si je vais avoir lambda a au carré moins b au carré, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, comme vous voyez, je vais avoir trois solutions. Lambda égale 0, lambda égale h bar et lambda égale moins h bar. Voilà les valeurs propres. Donc, pour ces valeurs propres-là, on doit chercher les vecteurs propres correspondants. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va commencer par lambda égale 0. Donc, on cherche le vecteur propre qui va avoir pour composante alpha, bêta ou gamma, comme ce qu'on avait fait dans le TD précédent, de telle façon à ce que lorsque je multiplie J, Y par ce vecteur propre, j'obtiens la valeur propre 0 fois le même vecteur propre. Donc je trouve un système de trois équations. Donc la première, c'est ça fois ça, qui doit être égal à 0. Et ça fois ça égale 0, ça me donne bêta égale 0. Donc voilà. Et l'autre, c'est I h bar sur racine de 2 fois alpha, moins I h bar sur racine de 2 fois gamma égale 0. Donc ça me donne que alpha est égal à moins gamma. Alpha égale gamma, pardon. Donc j'ai trouvé deux équations et j'ai trois inconnus. Donc il me faut la troisième, c'est la relation de normalisation que vous connaissez. Donc je remplace alpha par sa valeur ou bien gamma par alpha et j'obtiens gamma bêta c'est 0 et j'obtiens ça qui me donne le alpha au carré égale 1 demi. Je choisis comme d'habitude alpha égale 1 sur racine de 2, bêta égale 0 comme c'est donné ici, et j'ai ici alpha égale gamma, ça veut dire que gamma est égal à 1 sur racine de 2, et comme ça j'ai le vecteur propre associé à la première valeur propre. Donc voilà, ce même calcul je vais le faire pour les autres valeurs de lambda. Alors là on va avancer un petit peu. Donc pour lambda égale h bar, le même système d'équations. Je trouve que à partir de cette équation-là, je trouve que alpha, je simplifie par h bar, je trouve que alpha est égal va être égal à moins i h bar, moins b i bêta sur racine de 2, et à partir de là, je trouve que gamma est égal à moins i bêta sur racine de 2. Donc cette équation-là, c'est une équation supplémentaire qui ne va rien ajouter. Donc il me faut une troisième équation, c'est la normalisation du vecteur propre que je cherche. Donc je cherche le vecteur propre que j'ai appelé W2. Donc la relation de normalisation me donne un lien entre alpha et bêta, et j'ai ici la valeur de alpha en fonction de bêta, donc ce qui me donne que bêta va être égal à 1 sur racine de 2, et dans ce cas-là, je trouverai alpha est égal à moins i sur 2, vous voyez, donc c'est complexe, et gamma est égal à plus i sur 2, et l'expression de mon deuxième vecteur va être égal à moins i sur 2 fois phi 1 plus 1 sur racine de 2 fois phi 2 plus i sur 2 fois phi 3. Donc c'est le troisième vecteur que j'ai calculé. Il reste à faire la même démarche pour lambda également h bar. Donc ici, vous voyez 0 moins lambda, donc lambda c'est moins h bar, ça fait plus h bar, 0 moins lambda plus h bar, et je multiplie h bar fois alpha, moins i h bar sur racine de 2 fois bêta, ça me donne cette équation-là, et là, je vais avoir i h bar sur racine de 2 fois bêta, plus h bar fois gamma doit être égal à 0, et à partir de là, j'obtiens un lien entre alpha et bêta, et un lien entre gamma et bêta. Donc, je remplace alpha et gamma par leur valeur dans l'équation de normalisation de mon vecteur, qui est celle-là, et je trouverai que bêta, normalement, devrait être égal à 1 sur racine de 2, alpha, c'est i sur 2, et dans ce cas-là, gamma va être égal à moins i sur 2. Et voilà, j'ai trouvé l'expression de mon troisième vecteur
en fonction de φ1, φ2 et φ3. Donc les vecteurs propres, je les ai obtenus. V1, W1, W2 et W3. Et les valeurs propres, c'est 0, H bar et moins H bar. Est-ce que ces vecteurs propres sont orthogonaux? Ah oui, j'ai vérifié que WF fois WI égale à 1. Ça, c'est déjà vérifié. Mais on va le revérifier si vous voulez. Mais ce que j'ai pas encore vérifié, c'est si WI, WJ avec I différent de J est égal à 0. Donc je vais faire ça. W1 fois W2, je remplace W1 par sa valeur que j'ai ici et le W2 que j'ai là et je fais le calcul. C'est 1 sur racine de 2 fois moins I sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 fois I sur racine de 2, donc ça fait 0. Donc c'est normal. La même chose pour W2 et W3. Alors là, il faut faire attention. Donc ça c'est W2 quête. Alors si je veux W2 bras, donc il faut que je mette le conjugué. Je convertisse les lignes en colonnes, voilà, ligne, colonne, ligne, colonne, ligne, colonne, et après, ça, je le convertis par son conjugué, 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 voilà. Et je fais le calcul, donc je vais avoir moins 1 demi, plus, pardon, ici c'est moins 1 quart, ici c'est plus 1 demi, et là, c'est plus 1 quart. Donc ça fait 0. Voilà, c'est nul. Je passe à W1 fois W3, la même chose. Donc c'est vérifié. Donc on a l'orthogonalité est vérifiée. Donc ça c'est déjà fait, on a fait ça. Donc ça c'est d'après la définition, mais si vous voulez, vous pouvez vérifier. Ça veut dire que j'ai ici une base qui est normée. Maintenant, je rappelle toujours les expressions que j'ai écrites ici, comment elles sont là. Donc ici, j'ai vérifié l'orthogonalité. La quatrième question, calculer les matrices représentant les projecteurs sur les vecteurs propres. Vérifier que ceux-ci satisfont la relation de fermeture. Alors ce que nous essayons de voir ici, c'est vérifier est-ce que la base des vecteurs propres est une base orthonormée. Donc on a la normalisation, qu'est-ce que ne reste? C'est la relation de fermeture, et avec ça on doit calculer ça. Il faut que ça soit égal à 0. La matrice unité. Il faut que ça soit égal à la matrice unité. C'est la relation de fermeture. Alors je commence par le premier, W1 fois W1, donc une matrice unicolonne fois une matrice uniligne va me donner une matrice carrée, donc ça fois ça, ça fait 1 demi, ça fois ça, ça fait 0, ça fois ça, ça fait 1 demi, et ici je vais avoir que de 0, et la dernière ligne c'est 1 demi, 0, et 1 sur 1 demi, donc ça me donne le premier vecteur W1. Et je fais ça pour W2. Là, W2, donc il y a les éléments qui sont complexes. La même chose pour W3. Donc ce que je dois vérifier, est-ce que ça, cette matrice, plus cette matrice, plus cette matrice, doit être égale à la matrice unité. Donc ici, par exemple, j'ai 1 demi plus 1 quart. Plus 1 quart, ça fait 1, c'est bon. Mais ici, dans la deuxième valeur de la première ligne, je dois trouver un 0. Donc, essayons de voir est-ce qu'on va trouver un 0. Donc, je vais avoir 0 plus i sur 2 racines de 2 moins i sur 2 racines de 2, donc c'est 0. Là aussi, je vais trouver un 0. Ça veut dire ici, je vais avoir 1 demi moins 1 quart moins 1 quart, ça fait 1 demi moins 1 demi, c'est 0. Et ainsi de suite, vous pouvez vérifier, on a cette matrice-là qui est vérifiée. Donc ici, par exemple, pour cette valeur-là, il faut que ça soit égal ici. La somme des éléments de la deuxième ligne, deuxième colonne, doit être égale à 0. Donc ici, je vais avoir 0. Ici, plus 1 demi.
Ah pardon, ça doit être égal à 1. Parce que c'est la colonne, doit être égal à 1. Donc j'ai ici 0, plus 1 demi, plus 1 demi, ça fait 1. Ici, ça doit être égal à 1. Donc 1 demi, plus 1 quart, plus 1 quart, ça fait 1. Donc la matrice de normalisation est vérifiée. Donc ici, la relation de fermeture est vérifiée. Ça veut dire que la base que j'ai ici, c'est une base orthonormée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vérifié que JY est hermétique et j'ai vérifié que la base des vecteurs propres de JY est une base orthonormée. Ça veut dire que JY, c'est une observable. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'opérateur qui mesure le moment cinétique. Donc, je ne peux pas utiliser un opérateur qui mesure une grandeur physique et qui n'est pas une observable. Donc, ça doit sûrement être une observable. L'exercice 5. Alors, dans cet exercice, on vous donne, si vous voulez, un quête à 4 dimensions. Donc ça, si vous voulez, c'est ça le système que j'ai. Hein, c'est mon système, c'est la particule que j'ai, par exemple, la particule. Et on vous donne la base dans laquelle on travaille. Voilà. Donc soit un système physique décrit à un instant t égale 0 par le vecteur phi. Voilà, c'est le vecteur phi. Et soit l'ensemble des VI, une base orthonormée. Dans cette base, l'opérateur hamiltonien H s'écrit. Donc ça, c'est l'opérateur hamiltonien, c'est l'opérateur qui mesure l'énergie. Donc si je multiplie H fois V1, je vais trouver H bar V1. Si je multiplie H fois V2, ça va me donner 0. Et si je multiplie H fois V3, c'est moins H bar V3. Et si je multiplie H fois V4, c'est 3 H bar V4. Alors qu'est-ce que je constate déjà avec ça, sans rien dire, d'après ce que j'ai appris jusqu'à aujourd'hui, c'est que, voilà, j'ai ici V1, V1, V3, V3, V4, V4, V2, V2. Ça veut dire que toutes ces équations-là sont des équations en valeur propre. Non, toutes ces équations sont des équations en valeur propre. Alors, qu'est-ce que j'ai ici dans cet exercice? Ce qui est nouveau, j'ai le système et j'ai un opérateur qui va faire des mesures sur le système. Donc ça, c'est nouveau pour nous. Alors, quelle est la série de questions à laquelle on doit répondre? Donc ce sont des questions qui sont nouvelles pour nous. Donc on va essayer de répondre à ces questions petit à petit. Tout d'abord, la norme. Donc là, il n'y a rien à dire. Ce sont des choses auxquelles maintenant nous sommes habitués. J'ai le quête phi que j'ai ici et je multiplie le quête phi par son adjoint. Donc ça me donne phi fois phi est égal à l'adjoint de ça fois ça. Et l'adjoint, c'est les valeurs. Ici, je les remplace par leur adjoint et les quêtes, je les remplace en bras. Donc voilà, et après j'effectue le calcul. Puisque ça, c'est une base orthonormée, donc V1 fois V1, c'est 1. V1 fois V2, c'est 0. V1 fois V3, c'est 0. V1 fois V4, c'est 0. V2 fois V1, c'est 0, ainsi de suite. Et après, je trouve que la norme est égale à 1. Donc c'est un calcul très simple à faire. On passe à la question numéro 2. Maintenant, on mesure à t égale 0 l'énergie du système. Alors puisque on me demande que je suis en train de mesurer l'énergie du système, alors il faut que je comprenne ça. L'opérateur qui permet de mesurer l'énergie, c'est l'hamiltonien. Et le système, c'est quoi? C'est le système phi. Donc j'applique phi à mon hamiltonien. J'applique mon hamiltonien à phi. Et quelle est la probabilité d'obtenir 0? Alors, comme vous voyez, nous avons vu dans les expressions l'action de H, nous avons vu que si une action se H sur le vecteur V2, ça me donne la valeur 0. Donc c'est ce que nous avons obtenu ici. Donc la probabilité, donc j'écris la probabilité, c'est ce vecteur-là qui va m'intéresser, et la probabilité, c'est le module au carré de V2 sur appliqué à phi. Phi, c'est ça, il est donné ici, et la probabilité, c'est le module de V2 appliqué à phi sur la norme de phi. Et ça, c'est le module au carré. Donc j'applique
le V de bras sur ça. Donc V de bras sur phi, ça me donne, ça c'est 0, et ici ça va me donner 1,5, et là c'est 0, 0. Phi 1 est égal à 0, donc d'après ce que nous avons calculé tout à l'heure, je peux écrire V2, je remplace V2 par sa valeur ici, je phi par sa valeur, et je fais le calcul. Donc ça c'est 0, donc ça c'est 1, ça c'est 0, et ça c'est 0, ce qui me donne la probabilité qui est égale au module de 1,5 au carré, donc c'est un quart, 25%. J'ai 25% pour obtenir la valeur propre 0. Donc c'est une valeur de l'énergie. La question 3, lors d'une mesure de H sur phi, quelle est la probabilité de trouver le système dans l'état V3? Donc c'est toujours, il s'agit de l'état V3, donc je projette phi sur V3 et je calcule le module au carré comme ce que j'ai fait tout à l'heure. V3 module au carré, je remplace phi par sa valeur, voilà ce qu'il va me donner. Donc ça c'est 0, ça c'est 0, et ça c'est 1. Donc c'est 1 sur racine de 8 module au carré, ça c'est 0. 1 sur racine de 8 module au carré, c'est 1/8. La quatrième question, quelle est la valeur moyenne? Donc la valeur moyenne, c'est ça la définition. Donc je remplace phi par sa valeur et h, et là, je peux écrire phi que j'ai sous forme d'une écriture comme ça, je peux l'écrire sous forme d'un quête. L'hamiltonien, j'ai sa matrice qui est là, et le vecteur bras, je peux l'écrire, le vecteur bras, je peux l'écrire sous forme matrice uniligne, et après, je calcule. Je calcule, ça c'est le quête, ça c'est le bras, je fais le calcul matriciel, c'est très simple à faire, une matrice carrée fois une matrice unique colonne, ça va me donner une matrice unicolonne, et une matrice uniligne fois une matrice unicolonne, ça va me donner un scalaire, et le scalaire c'est 3 quarts de h bar oméga. Donc j'ai calculé la valeur moyenne. Maintenant, quelle est la probabilité d'obtenir précisément cette valeur moyenne lors d'une mesure, lorsque l'on mesure l'observable associé à l'opérateur h pour phi? Alors lorsqu'on mesure l'observateur h, le résultat de mesure que je vais avoir, si je mesure h, maintenant qu'est-ce qu'on me demande? Comment est-ce qu'on peut trouver cette valeur moyenne? Mais le problème c'est que lorsque je mesure une observable, les résultats que je peux obtenir, je ne peux obtenir que les valeurs propres, ni plus ni moins. Les valeurs propres que j'ai sur la diagonale, ni plus ni moins. Et cette valeur moyenne n'existe pas dans la diagonale. Alors que vous voyez, la diagonale, j'ai seulement h bar, 0 moins h bar ou bien 3 h bar. Alors, je ne peux pas obtenir cette valeur moyenne. La probabilité pour obtenir est nulle. Voilà les valeurs propres que je peux obtenir. C'est tout. Mais je ne peux pas obtenir une autre valeur autre que ça. Si je mesure A sur phi, c'est tout ce que je peux obtenir. Et là, il faut faire attention parce que parfois, beaucoup de gens tombent dans ce piège-là et ne comprennent pas le pourquoi. Donc, si je mesure une observable, les résultats de mesure ne peuvent être que les valeurs propres, ni plus ni moins. Donc, la probabilité pour obtenir 3 h bar oméga sur 4 est égale à 0. C'est une valeur moyenne, mais la probabilité pour la trouver est égale à 0. La sixième question, l'écart quadratique moyen. La définition, c'est la valeur moyenne de h au carré moins la valeur moyenne au carré. Donc ça, la valeur moyenne, je l'ai calculée. Elle était là. Si je fais le carré, ça me donne ça. Maintenant, je calcule la valeur moyenne de h au carré. Qu'est-ce que je fais? Je remplace h par h au carré et j'ai ici le h au carré que j'ai calculé. Et après, j'effectue le calcul matriciel et j'obtiens ça. Et j'applique cette relation-là pour obtenir la valeur moyenne. Donc ça, moi, ça me donne 19 sur 16 h bar au carré, oméga au carré. La septième question, quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un ensemble d'opérateurs constitue un ensemble complet d'observables qui commutent? Je rappelais les conditions pour qu'un ensemble, ça c'est le cours. Donc j'ai trois conditions. Il faut que les opérateurs soient des observables, ça veut dire hermétiques, et l'ensemble des vecteurs propres constitue une base orthonormée. Et il faut que les observables commutent 2 à 2. Il faut qu'il existe
une base orthonormée de vecteurs propres commune à l'ensemble des observables et cette base est unique. Ça, c'est important. Voilà les conditions. Et je vais vérifier est-ce que le H à lui seul constitue une observable. Donc la première condition, c'est vérifier. On avait dit que H, c'est une observable. La deuxième condition, évidemment, H commute avec lui-même, c'est normal. Et la troisième condition, est-ce que la base des vecteurs propres de H est unique? Évidemment, la base des vecteurs propres de H est unique parce que les 4 valeurs propres que j'ai ne se ressemblent pas. Donc il n'y a pas de dégénérescence. Donc je peux dire que H, c'est un ensemble complet d'observables qui commutent. Et pour la dernière question, l'opérateur évolution dans le temps, ça veut dire si j'ai phi à l'instant t égale 0, comment obtenir phi de t? Alors qu'est-ce que je fais? J'applique l'opérateur évolution, donc j'ai phi de t n'est autre que u de t fois phi. Donc u de t c'est exponentielle moins i sur h bar fois l'hamiltonien fois t fois phi. Alors là, je ne peux pas appliquer phi à h à phi. Je peux appliquer h dans la base des vecteurs propres de h, donc je dois remplacer phi par son expression. Et dans ce cas-là, j'applique h à v1, je peux appliquer h à v2, h à v3 et h à v4. Donc et après, j'effectue les calculs, j'ai obtenu l'opérateur phi de t pour le système. Donc la probabilité de trouver le système dans l'état V3, donc j'applique la probabilité, je projette ça sur V3, ça me donne une expression en exponentiellement, parce que ça, je le multiplie par son conjugué, donc c'est exponentiellement i oméga t fois exponentielle i oméga t, donc ça s'annule, donc j'ai la probabilité qui est égale à 1/8. Et la conclusion, cette probabilité reste inchangée dans le temps, puisque ici, le paramètre temps n'existe pas. Donc on se contente de ça, et à la prochaine fois. Merci.